Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous et toutes. Un grand bonjour. Je suis absolument navrée de ce petit délai. Veuillez nous accepter humblement nos excuses. Le formateur qui va arriver d'ici quelques minutes n'arrivait pas à se connecter. Voilà. Donc, le temps que je récupère la main pour pouvoir tous vous parler, eh bien voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui. Bon, Oui, super. Euh, Encore une fois, mille pardons pour ce délai. Voilà, c'est des problèmes techniques qui nous ont ralenti, mais la qualité va être là. En tout cas, moi, je vous remercie d'être là. Pour information, ce webinaire sera enregistré pour ceux déjà qui ne pouvaient pas être présents avec nous aujourd'hui. Et nous vous le renverrons à tous, hein, de façon à ce que vous puissiez garder les infos qui vont vous être délivrées dans ce laps de temps. Donc moi, alors il y a marqué formation, mais en fait, je suis Véronique Mesplier, je gère l'organisme de formation au sein du CCH avec d'autres personnes que vous connaissez bien comme Cynthia Wilson sur la partie plus conseil, Lindsay Joachim sur l'aspect distribution de l'offre, commercialisation de l'offre. Donc avec certains, nous avons l'occasion de travailler régulièrement, d'autres moins parce qu'elles sont plus sur le côté conseil. Moi, je suis vraiment sur la formation registre Calliope des choses. Et là, aujourd'hui, nous souhaitions vous réunir, la communauté de nos intervenants au sens large, que ce soit en conseil et en formation, de façon à faire alors connaissance rapide, très rapide. On essaiera d'avoir des temps comme ça plus réguliers, de mettre en place des temps réguliers à la fois pour vous délivrer de l'information, c'est le cas aujourd'hui, et puis pour vous permettre aussi dans d'autres façons de faire, d'avoir des échanges euh, pour vous connaître entre vous, si vous avez des thématiques communes, ou pour simplement animer hein, en fait cette communauté d'intervenants, parce que vous avez au moins un point commun, vous êtes tous euh, bah, garants du travail que vous faites en collaboration avec nous. Donc aujourd'hui, le thème qui nous anime, je le lis hein, parce que je ne suis pas une spécialiste du juridique, mais donc on est sur l'actualité législative et jurisprudentielle hein, sur le thème de l'inclusion au sens large et avec le prisme évidemment du handicap, parce que c'est quand même le point commun que nous avons tous ici. Ce webinaire va être animé par Rida Benhamza, qui est un professeur agrégé et directeur de Master 2 juriste et droit social, hein, donc c'est pour ça aussi que c'est une thématique de prédilection pour lui à la Sorbonne, à Paris. Hein. Euh, et donc, du coup, ce que je vous disais en attendant, parce que je ne le vois pas, il ne me semble pas, je ne sais pas si on me fait signe, s'il n'est toujours pas connecté, je crois qu'il a des soucis de connexion. Pourtant, normalement, il a les liens. Bon, peut-être que l'endroit où il est, il y a des soucis de connexion. En attendant, voilà, c'était ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir vous préciser que on va essayer avec de la technique qui fonctionnera mieux les prochaines fois, on va évidemment s'améliorer, de faire en sorte qu'on puisse régulièrement vous apporter de l'information sur des thématiques qui sont soit métiers autour de l'inclusion et du handicap, soit aussi plus techniques au sens des techniques d'animation, par exemple, puisque en tant qu'intervenant, que ce soit en accompagnement de conseil ou en formation, vous avez l'occasion effectivement d'être, comme je le suis là, face en virtuel en particulier, face à différents publics et tenir un public sur toute une demi-journée, un minima, voire des fois une journée, ou découper en demi-journée. Des exercices pédagogiques, parfois un peu classiques, peuvent être des fois un peu rébarbatifs pour les tenir avec vous et vérifier surtout que le message que vous délivrez euh, leur permet vraiment de développer des compétences à travers les connaissances que vous leur délivrez. Donc, en termes de technique d'animation, on essaiera de mettre en place des éléments sur ce type-là. Excuse-moi, Véronique. Oui. Rida est en salle d'attente.
Rida est en salle d'attente. Alors, est-ce que... Alors, j'ai pas de... Non. Ok. Ah oui, donc en fait, d'accord. Ok. Très bien. Bah, du Ok. coup, je vais lui donner la main. Ah, voilà. Bonjour Rida. Bonjour. La prochaine fois, je prendrai la main directement de mon bureau à la fac Oui. avec le Zoom de l'université. Il fonctionne très bien. On peut mettre 1000 personnes devant. Oh, bah, oui, d'accord. On sera peut-être pas 1000, hein, donc c'est peut-être pas. Alors, Alors, je n'entends plus personne. Vous salle m'entendez? d'attente. Oui, on t'entend. Oui. Oui, très bien. Oh, salut, Mehdi. Salut Rida, ça Je croyais va? que c'était une blague. Vous m'entendez ou pas? Oui, 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 très oui, bien. on Oui? vous Moi, je entend. vous entends pas, mais c'est pas grave. Ah bon? Ah, on Ah, on t'entend très t'entend bien. très bien. Ah, On t'entend super. très bien pour le coup, Reda. Super. Vous me donnez la main pour partager l'écran? Alors, je veux bien te donner la main. Alors, je suis pas une spécialiste de Zoom, hein, parce que c'est pas moi qui fais ça d'habitude. Alors, est-ce que tu... En plus, c'est pas... Alors, est-ce que tu sais comment je te donne la main? Parce que moi, c'est Il y a une pas... icône verte, normalement, partager l'écran qui doit être en Voilà. Ah bas. oui, alors il était... ouais. Euh, hop, uniquement. Hop, qui peut partager? Hop, C'est toi euh, l'animatrice, Véro? Pardon? C'est toi l'animatrice? Ben, j'ai en fait... Non, Oui, non, parce qu'il je- marquait l'animateur a désactivé le partage. non. Alors, Non, voilà. Hop. Normalement, euh, voilà, là j'ai mis qui peut partager, ah, tous les super, participants. super, voilà. Normalement, tu peux prendre la main. Là, j'ai, hop, est-ce Voilà. que vous voyez quelque chose, vous? Dites-moi Oui. oui. Ah, oui. super, Oui, c'est parfait, Rida, on voit. super. Alors, je vais mettre en diapo et en diapo à partir du début. Voilà. Bah, messieurs, dames, bonjour. Merci de cet accueil à Philidor. Heureusement que j'ai grugé en bas parce qu'il ne voulait pas me laisser passer. Donc, euh, bon, ben voilà, avec Véro, c'est une première, hein. À l'origine, c'était dans le cadre, bien évidemment, de présenter quelque chose lors de contrôle Calliope, mais on s'est dit que ce serait bien régulièrement d'avoir des points de vue différents, hein, et notamment plutôt un point de vue un peu du juriste sur la question du handicap, hein. Et du coup, j'ai pris la peine de faire un petit balayage sur les nouveautés avec un focus assez conséquent, qui va nous prendre un peu de temps, qui est celui de l'inaptitude et du handicap. Pourquoi? Mais parce que bon, bah, le handicap intervient sur le terrain du droit à trois moments, hein: l'embauche et la discrimination au regard du handicap, l'exécution du contrat, l'inégalité du traitement au regard du handicap et la cessation du contrat. Pourquoi ce focus? Mais parce que nous avons été avec l'INSEE, Virginie, Thomas à France Travail et voir la responsable dont j'ai oublié le nom de handicap à France Travail. Et il lance un énorme chantier, il lance plusieurs chantiers, dont un sur justement inaptitude et handicap. Et je me suis dit, parce que on ne sait pas comment le CCH va intervenir dans cette dynamique avec France Travail, mais du coup, je me suis dit, bah, regardons les choses ensemble. Voilà. Et comme il y a des nouveautés vraiment en la matière, c'est un peu ce qui m'a guidé à faire ce choix-là. Si vous en êtes d'accord, bien sûr. Merci de. Oui, oui. Enfin, moi, ça m'intéresse au plus haut point. Oui, oui, oui. Oui, on est Alors, intéressé. commençons par une nouveauté, hein. La nouveauté, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, nous avons un règlement européen
qui a été pris le 21 mai de 2024. C'est très, très important. D'abord, c'est un règlement, donc il est d'application directe. Il va s'appliquer sans le passage par une loi, à la différence d'une directive. Et ce règlement va rentrer en vigueur en 2026. C'est important parce que l'Europe a posé véritablement la philosophie du texte, en tout cas de la législation, est très importante. Ils ont une approche par risque de l'intelligence artificielle, en prenant en considération, bien sûr, pour ce qui nous concerne, les droits fondamentaux et donc la discrimination au regard du handicap qui peut naître du fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Du coup, le règlement va opérer une répartition des systèmes d'intelligence artificielle en procédant d'abord à une interdiction purement et simplement de l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est important, on va voir comment, parce que au regard de l'utilisation de l'intelligence artificielle, quelle est l'étendue de l'interdiction. En décrescendo, on va aller au-delà de l'interdiction à une réglementation renforcée avec des prescriptions précises quant à l'utilisation de l'IA. Et enfin, certaines utilisations de l'intelligence artificielle seront soumises simplement à des obligations de transparence. De toute façon, gardez à l'esprit, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, c'est important pour nous de voir ce qui est… Pourquoi? Ah, merci. Hop. Voilà, ce qui relève du domaine de l'interdiction et ce qui relève du domaine de la réglementation, et bien sûr en lien avec notre matière, avec ce que vous, enfin notre matière, votre domaine. Moi, je suis un béotien en matière de handicap, je découvre au fur et à mesure, mais on peut susciter une discussion là-dessus et que vous puissiez apporter un éclairage sur cette nouvelle réglementation. Alors, juste, toujours dans l'introduction, vous savez, un règlement européen, c'est lourd comme texte à prendre, hein. Ça a mis du temps. Ça passe par le Parlement, par la Commission européenne et par le Conseil des ministres. Donc, c'est un processus très long. Et pour ne pas être, j'ai envie de dire, obsolète, parce que c'est un règlement qui a été pris le 21 mai, mais qui était déjà en discussion depuis 3 ans. Entre-temps, vous imaginez bien l'essor extraordinaire de l'intelligence artificielle. J'ai envie de dire, même entre le 21 mai et aujourd'hui, on a une explosion encore. Du coup, le règlement, lui, a mis en annexe les caractéristiques techniques de l'intelligence artificielle. Pourquoi ça a été mis en annexe? Parce qu'une annexe, ça peut se modifier de manière très simple. Donc, on va avoir une adaptation du règlement sans passer par le cursus Parlement, Commission, Conseil des ministres. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'IA, on aura une adaptation de la réglementation. On verra, donc il y a un suivi qui est à faire pour savoir, dans certaines matières, est-ce qu'on est dans l'interdiction, est-ce qu'on est dans la réglementation ou est-ce qu'on est simplement dans l'obligation de transparence. Ça va, je ne parle pas trop vite? Non, c'est nickel. Merci, Lisa. Super. Donc, déjà, toute mise en œuvre de l'intelligence artificielle doit donner lieu à une information et consultation des représentants du personnel. Et c'est important, c'est un délit d'entrave. La représentation du personnel peut saisir le juge pour stopper l'utilisation de l'IA. Donc, mon conseil, bien évidemment, respectant le dialogue social, respectant les représentants du personnel, c'est normal. Une consultation, on informe et on consulte, on va demander l'avis des représentants du personnel.
en matière d'utilisation de l'IA, c'est-à-dire à quelle fin ça vise qui, pour quel résultat. C'est ça qui est contenu dans le cadre de la transparence. Venons donc voir l'interdiction. Alors, il est formellement interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser, donc le règlement, regardez bien, il s'adresse aussi bien aux fournisseurs de l'intelligence artificielle, et vous avez vu hier l'accord passé entre ChatGPT et Apple, nos portables vont être connectés directement à l'intelligence artificielle et Siri va pouvoir véritablement s'éclater et ouvrir des perspectives énormes. Donc, ça s'adresse aux fournisseurs et aux utilisateurs de ces fournisseurs comme Apple, mais ça s'adresse également aux entreprises, hein, parce que les entreprises, c'est des utilisateurs du système d'intelligence artificielle. Alors, l'interdiction, c'est l'utilisation, la mise sur le marché ou l'utilisation de l'intelligence artificielle pour inférer les émotions d'une personne physique sur le lieu de travail. Voilà, gardez vraiment à l'esprit parce que vous l'avez remarqué tout de suite, hein, l'interdiction de la mise sur le marché ou de l'utilisation du système pour inférer les émotions, je vais revenir, hein, parce qu'au début, je sais, ça veut dire quoi inférer les émotions? Je ne comprenais pas, mais d'une personne physique sur le lieu de travail. Donc, immédiatement, on peut en déduire, première remarque, l'interdiction ne s'applique pas dans le cadre du recrutement. C'est important parce que on va y venir, hein, et notamment, je peux déceler des handicaps invisibles grâce à l'intelligence artificielle, hein, dans le cadre du recrutement. Eh bien, il n'y a pas d'interdiction dans le cadre du recrutement parce que l'interdiction, elle est réalisée pour l'utilisation sur le lieu de travail. Donc, la personne est déjà recrutée. Mais c'est très important pour nous, c'est très, très important pour nous, on le verra, parce que l'handicap peut survenir à l'occasion du travail, sur le lieu du travail, en lien avec le travail. Et donc, comment un employeur peut-il utiliser l'intelligence artificielle à des fins d'organiser la vie de l'entreprise par ce prisme-là? Alors, le règlement laisse ouvert néanmoins la possibilité d'utiliser le système d'intelligence artificielle lorsque des raisons médicales ou de sécurité sont en jeu. Alors, on va voir ce que c'est les émotions et on va regarder comment on peut utiliser des émotions pour des raisons médicales ou de sécurité pendant l'exécution du contrat de travail. Hein. Sur le lieu de travail, c'est pendant l'exécution du contrat de travail. On verra ce qu'il en est du coup de la phase recrutement. Alors, la notion de système de reconnaissance des émotions. Alors, c'est la directive, c'est le règlement, pardon, qui nous donne sa définition. C'est un système permettant la reconnaissance ou la déduction des émotions ou des intentions de personnes physiques sur la base de leurs données biométriques et renvoie à des émotions, à des intentions comme le bonheur, la tristesse, la colère, la surprise, la gêne, la honte, le mépris ou la satisfaction. Vous imaginez? C'est-à-dire que c'est biométrique, donc on va mettre des caméras, on va analyser tous vos comportements, le sourire, je fais la tronche, j'ai les paupières basses, etc. Et ça, j'ai mon algorithme extraordinaire qui va me déterminer vos qualités, votre état d'être, vos qualités à travers cela. Donc, c'est hyper important, hein, parce que j'ai vu, et je vous montrerai un logiciel d'intelligence artificielle pour le recrutement. C'est dramatique comme les choses vont aller très, très, très vite. Le règlement a exclu
du système de reconnaissance des émotions les états physiques comme la douleur ou la fatigue. Hein. Et eux peuvent faire l'objet de systèmes utilisés pour déceler l'état de fatigue de certains professionnels aux fins de prévention des accidents. Comme j'ai envie de dire, la détection de salariés qui sont fatigués parce qu'ils exercent un double métier. Hein. EDF est en train de mettre en place ce système puisque 30% de leurs salariés, c'est en même temps auto-entrepreneurs, alors qu'ils n'ont pas le droit de l'être. 28% des chauffeurs de la RATP, du bus, sont en même temps chauffeurs VTC. Et donc, on va aller déterminer via le système de reconnaissance des émotions, et là c'est autorisé, hein, la directive et le règlement le précise, c'est autorisé, c'est pour prévenir problématiques d'accident, de fatigue, et donc, in fine, ça va aboutir à quoi? C'était une question, mais bon. Elle va avoir des prises de décision vis-à-vis de certains salariés. On va utiliser l'intelligence artificielle sur ce terrain-là. Donc, elle ne couvre pas non plus la reconnaissance des émotions, la simple détection d'expressions comme le froncement de sourcils, le sourire, de gestes ou de mouvements qui peuvent analyser véritablement en déduction des émotions un état d'être du salarié. Je parle bien du salarié là, parce qu'on est en droit du travail. Rapportons ça maintenant à des situations de handicap invisible, handicap non déclaré, hein, qui peuvent être déterminés véritablement par le recours à l'intelligence artificielle. Ça va nous amener forcément à revoir notre vision, notre logique d'approche du handicap en général. Vraiment. Hein, et on va le voir sur à la fois le recrutement, sur l'évolution de carrière. Donc, on l'a vu, hein, c'est vraiment sur le lieu de travail qui est interdit. Du coup, la question de l'emploi des algorithmes de recrutement, on a un système qui fait fureur, le HireVue, qui est actuellement utilisé et qui est véritablement maintenant une aide à la sélection et au recrutement des candidats en analysant véritablement les traits de personnalité et nous pouvons correspondre bien évidemment à des indices de performance. On est très loin. On avait connu il y a quelques années l'utilisation frauduleuse de Facebook, donc de rentrer dans Facebook du futur candidat, etc., du candidat futur salarié. Là, il n'y a pas du tout de détournement, c'est autorisé, c'est pas sur le lieu de travail. Ces algorithmes d'intelligence artificielle qui deviennent ultra puissants, eh ben, le recrutement, sauf si vous arrivez et vous dites bah non, je ne veux pas être filmé. Non, il n'y aura pas de caméra pendant mon entretien de recrutement. Et ben, ça sera quelque chose d'extraordinaire, de changement dans l'évolution. S'agissant du handicap, vous imaginez bien que les algorithmes vont déterminer. Je ne parle pas de handicap moteur qui est visible, mais les handicaps je signale juste, dernière remarque, une étude vient d'être faite et je peux vous la communiquer sur handicap dû à la surdité. Et il y a eu un testing qui a été fait et c'est extraordinaire, c'est malheureux, la discrimination à l'embauche sur ce terrain-là. Et là, c'était un testing qui a été fait de manière cachée, mais on autorise l'utilisation d'algorithmes pour aide au recrutement. Voilà pour la partie, j'ai envie de dire, interdiction. Mais vous voyez bien, c'est une interdiction qui est somme toute limitée. Néanmoins,
de facto, on a mis de côté le processus de recrutement. Et donc, tout ce qu'on connaît en matière de discrimination au recrutement, ça va être difficile de démontrer que l'employeur n'a pas recruté les salariés en raison d'un handicap invisible, puisqu'il aura une matrice générique générale sur la performance globale du futur salarié. Des remarques, des questions? Vous m'entendez? Ah ouais, c'est bon. Oui, oui, Ah, merci. Oui. c'est Bon. édifiant. Oui, 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 bien sûr que c'est édifiant, mais vous voyez, c'était il y a 15 jours, tout ça, hein. Mm, Ça va mm. être rentré dans des... Alors, j'ai moi, à côté de ça, bien sûr, les systèmes à haut risque qui vont être réglementés. Donc, les algorithmes de recrutement font partie des systèmes qualifiés à haut risque. Donc, on dit il faut réglementer, on n'interdit pas. C'est important, il y a eu une discussion au niveau européen et certains pays ont poussé à ce qu'on n'interdise pas les algorithmes de recrutement, mais pour les encadrer. Alors, et vous voyez bien, le règlement vise directement ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant, hein. Véronique, tu vas te marrer parce que la dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de l'évaluation, Oui. hein. Et bien maintenant, l'évaluation, je vais la faire avec l'intelligence artificielle. Ah, ouais. Oui, oui, Totalement. effectivement, on en parle, oui, beaucoup sur les QCM. Mais totalement. Et donc, je vais évaluer les performances des salariés, le comportement des salariés à travers l'intelligence artificielle. Et vraiment, c'est ahurissant parce que j'ai eu la chance d'avoir une présentation. Et encore, on est vraiment, les gens m'ont dit que reviens dans 6 mois, tu verras, c'est décuplé, hein, ce qui est potentiellement faisable. Et donc, ça va déterminer, vous imaginez bien, on est sur le terrain des performances, d'aller détecter au-delà d'une discussion, d'échange, etc., le comportement des personnes. Et donc, et là, vraiment, le règlement dit, on l'autorise, on l'autorise, mais il faut l'encadrer. Donc, on mesure à quel point l'évaluation de la performance suivie du comportement, attribution des tâches et même licenciement. Donc, on va déterminer demain le choix des salariés à garder, des salariés à promouvoir, des salariés d'abord à ne pas recruter déjà à l'ordre, mais une fois que recruté, on va véritablement, c'est déshumanisé, hein, totalement. Et on voit bien la mécanique de contestation des décisions de l'employeur qui pourra mettre ce système en place. Euh, donc, le règlement, il dit, bon, ben, de toute façon, il faut protéger les droits des salariés. Donc, il y a la RGPD, oui, mais d'accord, l'IA est soumise à la RGPD, mais elle est soumise contre, attention, on va te filmer, on va utiliser la biométrie dans le cadre de nos relations. Oui, très bien. Mais elle laisse la porte ouverte de dire, voilà, nous, on a fait une réglementation, maintenant, vous pouvez faire mieux. Vous pouvez décider dans l'entreprise. D'abord, le législateur peut le faire. Ça m'étonnerait, puisque la France a vraiment adoubé le règlement sans aucune restriction. Donc, en tout cas, le gouvernement actuel a adoubé sans aucune restriction le, le règlement européen. Néanmoins, le règlement prévoit aussi la possibilité pour les entreprises de réglementer par accord collectif. De dire, par exemple, chez nous, CCAH, il n'y aura pas d'utilisation de l'intelligence artificielle, ni dans le cadre de recrutement, ni dans le cadre de l'évaluation, ni dans le cadre de promotion. Et une fois qu'on l'a fait, on ne peut plus. Mais si on ne l'a pas fait, vous l'avez compris. Et donc, déjà, un salarié lambda
doué de toutes ses facultés, de tous ses sens, etc., est soumis à la machine, Big Brother. Orwell n'avait même pas imaginé le 10e de ce qu'on est en train de vivre. Vous imaginez un salarié qui atteint d'un handicap, quelle que soit la nature du handicap, il est encore 10 fois plus fragilisé avec cette réglementation qui, je le signale, 2 ans, c'est 2026, c'est demain. 2026, c'est demain. Donc, pour l'instant, les entreprises ils ont une liberté, c'est pas encadré, hein, c'est absolument pas encadré, mais vous voyez bien que l'encadrement est assez light et souple. Des questions, des remarques, des interrogations quant à vos interventions? C'est Marie-Agnès. Petite question, si elle n'a pas été posée au préalable, est-ce qu'on sait estimer le nombre d'entreprises qui vraiment utilisent dans les process de recrutement ces dispositifs d'intelligence artificielle? Est-ce que c'est une typologie vraiment de grands groupes, de grosses boîtes, ou est-ce que c'est même diffusé dans les cabinets de recrutement? Est-ce qu'on a une idée, en fait, aujourd'hui, qui a vraiment installé ça dans ces process de recrutement? Alors, d'abord, tu vois bien que les gens ne le crient pas sur le toit, mais on peut regarder maintenant, on a une explosion de ces algorithmes, de ces HeartView en France. Je crois qu'il en est à plus de 70 000 clients. Entreprises, hein. Donc, on n'arrive pas à déterminer la taille exacte des entreprises, etc. Mais les cabinets de chasseurs de tête, certains spécialisés, bien sûr, ils l'utilisent amplement, amplement. Donc, ça a commencé très vite pour les fonctions élevées, voilà, parce que ça a un coût, le recrutement, parce que le poste est important, mais on est en train d'aller, ça se démocratise, entre guillemets. Ok, merci. Donc, mais vous le voyez bien, hein, je ne sais pas si vous êtes un peu des. Moi, j'utilise maintenant, même avec mes étudiants, hein, tant qu'à faire, voilà, je leur dis utiliser ChatGPT, c'est pas. Mm. J'ai vu, je vous assure, en un an, l'évolution, mais extraordinaire, extraordinaire. Et nous, on ne le voit pas sur le terrain des algorithmes de ce type-là, et sur le terrain des émotions, etc. C'est une identification de la personnalité, de ses performances, etc. Et Mhm. où ça va influer vraiment sur l'évolution de carrière des salariés en général, des handicapés en particulier. Je commence pas pour être négatif, hein, mais c'était pour vous alerter de l'évolution, hein, ça va impacter notre regard sur le monde du travail. Alors, Est-ce qu'il y a de... J'ai une question, désolé. oui, oui, je t'en prie. Je ne sais pas qui c'est, mais Jean-Michel Delop, c'est pas Célestin, mais c'est Jean-Michel Delop, je suis consultant oui, en oui, ressources humaines. oui, Euh, non, petite question. J'imagine que tous ces cabinets de chasseurs de tête, de recrutement qui l'utilisent en douce, n'ont pas fait de stats, par exemple, sur la réussite de ces candidatures. non, Parce pas que encore. la machine trouve, mais Oui, est-ce que ça marche ensuite? oui. Alors moi, j'ai posé la question, véritablement, en tout cas, je ne sais pas si ça marche, mais ils ont découvert, en tout cas, des éléments qu'ils n'avaient pas perçus. Oui, oui, mais moi je parle vraiment de est-ce que ça marche derrière? Est-ce que le salarié est réellement performant? Voilà, est-ce qu'ils sont On allés au le bout de la saura. démarche ou est-ce qu'ils n'osent pas y Jean-Michel, aller? oui, oui, on le saura vraiment. Mais en tout état de cause, ta remarque n'a pas été un frein, n'est pas un frein. Hmm. Ah, mais ça, Vraiment. je doute bien que c'est pas un frein, hein, Non, mais elle aurait pu l'être en disant bah, on va attendre, voir, etc. De par ma fonction de directeur du Master 2 depuis quelques décennies, mon réseau de DRH de grands groupes, etc., bah, j'ai fait un sondage. Beaucoup d'entreprises l'utilisent déjà. Pour l'instant, ils l'utilisent sur des postes de haute potentialité parce que le coût du recrutement est élevé et donc ça devient un des paramètres
pour ne pas louper le recrutement. Quant à savoir, est-ce que, en plus, il va y avoir la difficulté, est-ce que c'est vraiment l'IA qui a bien navigué ou est-ce que la personne, son IA, il aurait été très bien. Donc, mais ça va se poser. Et à la rigueur, in fine, malheureusement, l'IA va corriger lui-même ses propres erreurs. Hein, c'est en cela que il y a vraiment un processus assez extraordinaire, c'est-à-dire que ces algorithmes vont, in fine, corriger leurs propres erreurs pour arriver à une efficience quasi totale. Pardon, Caroline Chambon, quand vous dites qu'ils ont découvert des choses qu'ils n'avaient pas découvert au préalable ou qu'ils n'avaient pas identifiées, c'est de quel ordre? C'est sur des activités justement parallèles? C'est sur... Non, non, c'est sur vraiment entre le discours et la réalité. Hein. Le discours, vraiment, ils m'ont apporté c'est des petits exemples, hein, entre la personne qui est de visu est solide, etc., et qui, au travers de l'intelligence et notamment de l'analyse des émotions, il est d'une grande fragilité. Et du coup, tu ne prends pas le risque. Ça pose la question de comment ont été définis les prompts au départ, comment ils ont été qualifiés aussi sur enfin, les critères, parce que ça demande pour chaque poste, du coup, une... Bien sûr, de l'adaptation, bien sûr, mais ça, à la rigueur, tu sais, vraiment, c'est pas difficile, hein. Toi, tu mets au regard du poste à occuper, de la responsabilité que tu dois avoir, de l'absence d'anxiété que tu dois avoir, etc., parce que sur des projets importants, je mets tout ça comme élément, indice, critère, et la machine va analyser la personne au regard de cela. Et donc, tu vas faire de l'adaptation, hein. Tu vas arriver vraiment à faire de l'orfèvrerie, poste par poste, salarié par salarié. Et, Bonjour, excusez-moi, Valérie Noiron, je suis intervenante psychologue sur le France Travail et je viens de la MDPH. J'ai juste une question pour vous. Est-ce que vous qui avez vu les logiciels, est-ce que vous pouvez nous dire s'ils sont basés sur l'analyse de la personnalité de Saint-Saulieu, qui justement va reprendre tous les éléments ou de Dubar, qui lui va faire le lien entre personnalité, narcissisme et ensuite personnalité au travail. Est-ce qu'ils sont partis en fait de cette base-là pour pouvoir faire l'algorithme, puisque en fait ce sont des études qui existent depuis très longtemps et que nous-mêmes nous utilisons, nous, quand nous faisons dans notre travail au quotidien, par exemple. Moi, c'est quelque chose que je fais de l'analyse en fait. Que ce soit en recrutement, que ce soit en management, j'utilise cette base-là qui me permet de voir s'il y a une différence entre ce que la personne va m'amener comme discours, ce qu'elle va me donner en communication non verbale, et si j'ai des variables inférentes et quel type de personnalité professionnelle elle va avoir, soit pour l'entreprise, soit pour elle, soit pour les autres. Est-ce que c'est ça qu'ils ont repris en fait? bah, j'aurais dû t'emmener avec moi. Parce que d'abord, je sais que ça existe, mais tu vois bien que c'est pas mon domaine. Mais en tout état de cause, j'ai envie de dire malheureusement, parce que j'ai posé la question, mais parce que j'ai été à un moment de ma vie président du jury des psychologues scolaires, etc. Donc, j'ai dit, mais les psychologues du travail qui sont une aide à la décision, etc. Il m'a dit, mais la machine est en train de les remplacer. On est en train de mettre dans les algorithmes, toutes les analyses. Donc, je ne peux pas te dire vraiment parce que là, j'avoue ma méconnaissance totale sur ce terrain-là, en tout cas sur ces analyses, sur ces écoles. Mais c'est ça l'algorithme, si tu veux, c'est que on le nourrit de centaines de milliers, voire des millions, et lui va ingurgiter tout ça et la quantité, parce que l'explosion va venir l'année prochaine où on va rentrer vraiment dans des systèmes tellement d'une puissance extraordinaire que voilà, donc je me fais des soucis pour certains métiers, notamment pour les psychologues qui sont sur le terrain de l'aide à la décision de recrutement. Donc, Merci.
Mais la prochaine fois, je t'appellerai, on ira ensemble pour continuer. Avec plaisir. Voilà. Donc, voilà. Alors, là, on a parlé, vraiment, gardez-le à l'esprit pour que vous soyez un peu en alerte, hein, parce que le fait qu'on encadre, ben voilà, ça prouve qu'il y a un risque extraordinaire. Sauf que, vous l'avez bien compris, c'est un règlement européen, donc applicable aux pays membres de l'Union européenne, euh, sauf que l'intelligence artificielle n'a pas de frontières. Elle n'a pas de frontières. Un utilisateur, voilà, va avoir une grande difficulté à cibler l'utilisateur et quant aux fournisseurs d'algorithmes, bah, ils sont tous pour l'instant basés outre-Atlantique, en tout cas les principaux. Donc voilà, il y a aussi une limite à l'encadrement d'une activité qui est voilà. Voilà pour. Donc, je ne vais pas m'attarder. Vous connaissez la problématique de la protection des handicapés en matière de recrutement. Vous savez que c'est un problème de preuve, voilà, de prouver qu'il y a une discrimination fondée sur le handicap. Je m'attarde sur deux questions. Le handicap est souvent présent sur le terrain de l'inégalité de traitement entre deux salariés occupant les mêmes fonctions. Et là, vous avez une décision, mais j'aurais pu prendre d'autres, du 14 février hein, de la Cour de cassation, où l'employeur n'a pas pu démontrer que la différence de rémunération était liée basée sur des éléments objectifs. C'est comme ça qu'on fait. L'égalitarisme n'existe pas. J'ai le droit de traiter différemment deux salariés faisant les mêmes choses. Il faut néanmoins, pour traiter différemment, que j'ai des éléments objectifs qui justifient la différence de traitement. Et donc, dès lors que l'employeur ne démontre pas cette différence, que la différence de traitement a été justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination, il va être condamné en l'espèce. Donc, c'est juste pour rappeler la règle, c'est vraiment garder à l'esprit que la différence de traitement est acceptée dans son principe, elle est justifiée si j'apporte des éléments objectifs démontrant qu'elle est étrangère à toute discrimination. J'ai un autre arrêt qui, lui, il est plus important, une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais c'est important le droit européen. Quand on n'a rien à se mettre sous la dent, vous savez qu'il existe une pratique qui est en train de se généraliser dans les entreprises à cause de l'obligation qui leur est faite d'occuper un certain nombre de salariés ayant un handicap, faute de quoi bah, ils sont sanctionnés, c'est ce qui nourrit la GFIP, hein, tout ça vous connaissez. Mais il y a une pratique, c'est la chasse aux handicapés. Vraiment, alors plus ou moins ouvertement, déclare-moi ton handicap, je te file une prime. Et je suppose que vous avez tous vu ça ou entendu ça, pour que plus l'employeur, bien sûr, a des salariés se déclarant handicapés et moins il sera soumis à une sanction financière au regard du pourcentage de nombre de salariés. Jusqu'alors, c'était moralement condamnable, mais juridiquement, on n'avait pas de truc. Et là, dans cette affaire, c'est un salarié handicapé qui, lui, n'a pas voulu faire son coming out sur son handicap et qui a saisi le juge en disant « Mon camarade, qui lui est handicapé, et le fait de l'avoir révélé, il a une prime mensuelle hein, en plus, eh bien, il y a une inégalité de traitement entre nous, entre salariés handicapés. » C'est nouveau, ça. On est sur un terrain
où l'égalité de traitement n'est pas fondée sur le handicap entre un salarié ayant un handicap et un salarié n'ayant pas de handicap, là, c'est deux salariés handicapés. L'un qui déclare son handicap, il a une prime, merci d'avoir déclaré ton handicap. L'autre qui n'a pas voulu déclarer son handicap et qui dit il y a discrimination entre deux salariés handicapés. Et la Cour de justice de l'Union européenne, elle répond favorablement en disant il y a une discrimination née d'une différence de traitement entre personnes en situation de handicap. Cette situation-là, elle pourrait être saisie notamment par les syndicats qui, eux, hurlent à la mort parce que c'est vraiment… Et d'ailleurs, c'est ce qui entraîne, vous savez que la GFIP a des difficultés financières, elle n'est pas loin de la banqueroute, etc. Mais parce que faussement, les entreprises sortent, en tout cas réduisent leur taux d'obligation d'occupation de salariés par révélation. Gardez-le à l'esprit, c'est une voie pour contester la pratique faite par les entreprises de la chasse aux handicapés, pas de la chasse aux handicapés pour les chasser, mais pour limiter leur contribution du fait de leur occupation. Ça va? Donc, vous aurez le PowerPoint. Donc, si vous donnez une prime parce que la personne a déclaré son handicap, cette prime doit être donnée à tous les salariés titulaires de handicap. Vous allez me dire, Rida, t'es génial, mais comment savoir que le salarié est titulaire d'un handicap? Ici, le fait de réclamer sa prime, est-ce que je peux le inscrire comme salarié handicapé? C'est une question que je vous pose. Comment on détermine qu'un salarié est handicapé dans la relation de travail? C'est Marie-Agnès, il n'y a que la reconnaissance officielle administrative, un document administratif, genre RQTH, sinon je ne vois pas comment on pourrait… Exactement, exactement. Et donc, c'est pas du tout contradictoire que le juge européen dise si vous donnez un complément de salaire, une prime pour déclaration de handicap, celui qui n'a pas déclaré, qui n'a pas voulu aller faire une reconnaissance de son handicap parce que c'est un droit, pas une obligation, est en situation d'obtenir le paiement de cette prime. Et tant pis pour l'employeur si la personne n'a pas été faire reconnaître sa situation d'handicapé. Alors, toujours Valérie, parce que du coup, ça m'intéresse, pour avoir été Cap Emploi, France Travail et autres, et maintenant être de l'autre côté, puisque c'est moi qui donne les notifications, puisque c'est mon organisme. On a toujours eu que ce soit des deux côtés, il n'y a aucune obligation effectivement, de donner et de dire à un employeur qui est en situation de handicap, et ni de donner une RQTH ou un autre droit de la BOETH. Il n'y a pas que la RQTH, on peut avoir aussi une attestation sécurité sociale qui rentre dans les critères, ou alors la H ou autre. Mais par contre, on doit lui donner ses contre-indications, c'est-à-dire qu'on doit dire je ne peux pas faire ça ou je suis limité à faire telle chose. Est-ce que, et là est ma question, si un salarié décide, parce que c'est son droit, de ne pas utiliser la RQTH, mais qui prévient son employeur de ses contre-indications au travail, est-ce que cela peut être considéré comme étant en situation de déclaration de handicap? Non, parce que, enfin, je dis non, comme ça, de manière un peu brutale, sous réserve bien sûr de regarder, parce que la jurisprudence, je dis non parce que, mais tu viens de le dire, on a des textes précis relatifs à la déclaration de handicap et comment c'est pris en considération. Le fait de invoquer une situation liée à la santé de la personne, son état physique, psychique, etc., pour une adaptation du poste ou de l'emploi, ne vaut pas automatiquement déclaration de handicap. OK. Alors maintenant, la GFIP nous dit, et la GFIP, qui maintenant ne collecte plus, il faut le savoir, maintenant c'est la directe qui a repris depuis 2 ans la collecte. La GFIP continue à nous dire
que les personnes qui, ces fameux 6% pour plus de 25 salariés pour les entreprises, peuvent être effectivement, et ça va dans ce que tu dis, peuvent être des salariés non déclarés de l'entreprise au préalable. Du coup, est-ce que du coup, c'est parce qu'il y a ce discours-là qui a été mis en place depuis maintenant 2-3 ans, qui amène les entreprises à aller chercher au sein même de leurs salariés, parce que la directive, en fait, elle est nationale. Tout à fait, tout à Ok. fait. Hein, vraiment tout à fait. Et d'ailleurs, on a appelé là notre ministre de handicap, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, et il a été saisi de cette question pour revoir les dispositifs légaux en la matière. Ok, merci beaucoup. De rien. Alors, handicap et inaptitude des salariés. Hein. C'est Excuse-moi, vrai. Rida, j'ai également une question, c'est Cynthia Wilson. Oh, bonjour Cynthia. Bonjour, j'ai une question, c'était de savoir si c'est valable aussi, alors là on parle bien c'est bien notifié complément de salaire, mais est-ce que ce serait valable pour des chèques emploi-service par exemple, parce que c'est Oui, aussi une oui, pratique tout. courante? Bah, tout avantage en nature ou en numéraire. Là, dans l'affaire qui a été, c'était un complément de salaire, mais parce que l'entreprise était gagnante, etc., parce qu'on a les mêmes systèmes un peu en Europe. Là, c'était une affaire en Pologne, mais c'est exactement, et si tu donnes sur le terrain d'un avantage en nature, bah, ça rentre dedans. D'accord. Ça rentre dedans. Donc, il y a pas de raison. Hein. De toute façon, garde à l'esprit, hein, garde à l'esprit, euh, tout avantage qui est soumis à cotisation URSSAF rentre dedans. C'est plus clair. Voilà. Donc, alors, juste. Oui, Excusez-moi. Du coup, oui. je rebondis sur la question de Cynthia. En effet, tous mes clients, par exemple, tous les grands groupes français font en effet ces chèques emploi-service, tout ça, hein, tous, les missions handicap, etc. Donc, qu'est-ce qui va leur arriver là? Est-ce que c'est juste sur dépôt de plainte d'un salarié, par exemple, On ne parle pas c'est- du. Non, c'est que si tu veux. D'abord, on ne parle pas de plainte parce qu'il n'y a pas de pénal là-dedans. On Oui, est sur. oui, bon, désolé, je suis Oh, non, pas non, non, juriste. c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave, je t'en prie, je t'en prie. Non, regarde, non, euh, la, la solution, c'est que si tu mets en place un système en faveur de salariés ayant un handicap, quel que soit le système mis en place, numéraire, chèque, emploi, service, etc., du fait de leur déclaration d'handicap, alors que d'autres salariés qui ont un handicap, peu importe l'handicap, et qui n'ont pas voulu le faire reconnaître dans l'entreprise, ben, tu leur dois. Donc, il suffit de. Et la pratique est très simple. C'est que je vais t'adresser un courrier. Moi, j'apprends que mon camarade, qui est aussi malentendant que moi, il a déclaré son handicap et il a des chèques emploi-service. Bah, très bien. Je vais lui dire à mon DRH, bah, je veux le même chèque emploi-service. D'accord. Il va me dire, bah non, tu n'as pas déclaré. Ah non, 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 il y a inégalité de traitement entre handicapés. Hmm. Tu as ajouté un D'accord. élément entre handicapés. C'est ça la discrimination, l'inégalité de traitement entre handicapés, c'est que tu favorises celui qui déclare son handicap par rapport à un autre. Or, ça, c'est discriminatoire. C'est clair. Merci. Je t'en prie. Donc, là où ça peut faire mal dans les grandes entreprises, c'est que le jour où les syndicats vont s'approprier cette question-là. Parce que tu vois bien, moi, si je suis dans une boîte, j'apprends que s'il y a cette pratique-là, etc., en tant que syndicat, en tant que membre de CSE, bah, je vais foutre un tintouin tel que, il va tout, parce qu'il ne pourra pas retirer aux autres, il sera obligé de donner à tout le monde. Ah Donc, oui. bah oui, une fois que tu as commencé à donner, pour retirer, tu ne vas pas retirer ce que tu peux te dire, puisque c'est comme ça, je donne à personne. Après, bon, on rentre dans le droit, mais ça peut être lourd. Hein, de conséquences, mais ce n'est pas la première fois. Mais vous voyez bien, ça vient toujours par le juge européen. Hmm. Après, on va le retrouver dans notre droit. Hmm. Ok.
Alors, handicap et inaptitude des salariés. Autorisez-moi vraiment à juste vous remémorer les grandes lignes de l'inaptitude du salarié pour voir d'une inaptitude de droit commun. Hein, nous tous, sans être handicapés, tout salarié peut être inapte à l'occasion de l'exercice de son travail. Pour bien voir la différence du régime du salarié inapte de droit commun d'un salarié atteint d'un handicap. Alors, on a véritablement simplifié le régime de l'inaptitude. D'abord, partez d'un principe simple, hein, l'état de santé du salarié, la maladie du salarié ne constitue pas un motif de licenciement. Je ne peux pas licencier un salarié en raison de son état de santé. C'est interdit. Quand je dis c'est interdit, c'est-à-dire que si je licencie un salarié en raison de son état de santé, eh ben, le licenciement sera déclaré nul. Et donc, réintégration du salarié, paiement de tous les salaires entre le moment où il a été licencié et le moment où le juge a déclaré la nullité. Ça, c'est le principe. Maintenant, ce principe souffre déjà une première exception qui est un peu tendancieuse, parce que je dis l'état de santé ne peut pas justifier un licenciement. En tout cas, c'est interdit le licenciement. Le licenciement en raison de l'état de santé est interdit, mais si l'absence du salarié en raison de son état de santé vient à désorganiser l'entreprise, je vais pouvoir licencier le salarié non pas en raison de son état de santé, mais en raison de son absence qui a désorganisé mon entreprise. Vous avez vu la subtilité? Hein, je ne te vire pas parce que tu es malade, je te vire parce que ta maladie a eu pour conséquence ton absence, et ton absence fout le bordel chez moi. Et donc, je suis obligé de me séparer de toi. Et donc, dans ma lettre de licenciement, je ne vais pas mettre en raison de ton état de santé, en raison de votre absence, nanana, il y a perturbation du fonctionnement de l'entreprise, je suis dans le désolé, mais dans l'obligation de me séparer de vous. Ça, la Cour de cassation, le juge français, il n'y a pas de texte de loi, hein, c'est vraiment le juge qui a bâti les règles. Elle justifie la rupture du contrat de travail qui a une cause première, mais pas directe, l'état de santé, à la condition que, un, l'employeur prouve que l'absence désorganise bien l'entreprise, deux, qu'il y a nécessité de remplacer définitivement le salarié absent. Donc déjà, on peut mettre de côté tous les salariés en CDD. Eux, d'abord, il n'y a pas de licenciement. Hein, et un salarié, même absent en raison de la maladie, etc., il ne peut pas voir son CDD rompu avant terme. Hein. Il n'y a que deux causes de rupture avant terme. C'est la faute grave du salarié, et être absent pour maladie n'est pas faute grave, et la force majeure, et absent pour maladie n'est pas un cas de force majeure parce que c'est prévisible. On n'est pas des machines, pas encore. On peut tomber malade, on peut être absent. Donc, exit le CDD. Ça veut dire quoi? Remplacer définitivement un salarié. Donc, ça ne joue que pour le licenciement, le CDI. Et si je licencie un salarié en raison de son absence, je dois le remplacer par un CDI. Donc, j'ai deux catégories d'absence. Comme je vois personne, je subodore que j'ai un public essentiellement féminin. Ce matin, bien que je sois seul dans ma petite salle à Philidor, j'ai deux catégories d'absence. Les absences répétées, 2 jours par-ci, 3 jours par-là, voilà, et l'absence prolongée. Les absences répétées, c'est surtout les femmes que cela concerne. Pourquoi? Parce que, oui, bien sûr, on parle bien d'égalité dans les tâches ménagères, etc., entre hommes et femmes.
Moi, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'un enfant est un peu malade, c'est sa mère qui s'en occupe le mieux. Et le principe de précaution et de prévention des écoles, etc., dès que ça tousse, etc., pour vous dire, votre enfant est malade, merci de le garder. Il fut un temps où les grands-parents étaient là à la bénédiction. Maintenant, c'est des globetrotters. Ils ont torché leur propre gamin. Tu te débrouilles avec le tien. Résultat, comment je fais puisque notre droit ne prévoit pas d'absence pour garde d'enfants malades? Eh ben, je me fais arrêter. La DARES a montré que 27% des arrêts maladie des mères étaient délivrés par des pédiatres. Ça veut dire ce que ça veut dire. Or, vous voyez bien que si j'additionne les arrêts, j'arrive à montrer que ça désorganise l'entreprise. La personne sans gamin a de l'asthme, une bronchiolite, voilà, pendant l'hiver, quasiment par mois, 3-4 jours, la personne n'est pas là. Regardez bien, il y a un lien direct entre la taille de l'entreprise et la désorganisation. Si vous êtes chez Total, votre absence, elle n'est même pas perçue. Donc, l'entreprise ne peut pas. Maintenant, vous êtes au CCAH, vu la taille de l'entreprise, les absences répétées peuvent désorganiser l'entreprise. Et la fonction occupée. Si j'ai une fonction d'une seule personne qui occupe la seule fonction au sein de la boîte, qui est souvent absent et donc ça désorganise, voilà. C'est devenu la deuxième cause de licenciement en France. C'est pour ça que la plupart des conventions collectives ont posé une interdiction d'utiliser le motif de l'absence pour maladie dès lors que le salarié en moyenne n'a pas été absent plus de 60 jours par an. Voilà, pour une véritable protection. Donc, ça, c'est le principe. C'est vraiment le principe. Maintenant, malheureusement, l'état de santé du salarié peut amener celui-ci à devenir inapte. Voilà. Et ça, quelle que soit l'origine de sa maladie, quelle que soit l'origine de l'inaptitude professionnelle ou non professionnelle. Et donc, on sort cette fois-ci du mécanisme véritablement de licenciement en raison de l'absence, on rentre dans le mécanisme de l'inaptitude et ça va faire rentrer un acteur majeur qui est le médecin du travail. Il n'y a au jour d'aujourd'hui, il y aura peut-être une évolution, au jour d'aujourd'hui, seul le médecin du travail peut constater l'inaptitude du salarié. Alors, l'inaptitude, maintenant, elle ne nécessite plus. Avant, il fallait 2 examens séparés de 15 jours, etc., l'un de l'autre. C'est fini, on peut déclarer l'inaptitude à la suite d'un examen médical. On peut même déclarer l'inaptitude d'un salarié sans reprise du travail, c'est-à-dire que je suis en arrêt maladie. Pendant mon arrêt maladie, j'appelle mon médecin du travail et je lui dis, je voudrais avoir une visite pour apprécier mon aptitude à reprendre le travail, à l'aptitude totale, aptitude partielle ou inaptitude. On a 3 cas de figure. Et donc, on est vraiment dans une situation où le médecin du travail a la main sur l'appréciation de l'inaptitude ou de l'aptitude des salariés. Alors, cet avis médical, c'est un avis médical, tout le monde peut le contester, aussi bien le salarié que l'employeur. Et la contestation, elle se fait devant le Conseil du prud'homme. Vous imaginez quand même, ce que vous pouvez imaginer, je suis sur une inaptitude, on verra que l'inaptitude peut entraîner un handicap, et la nature de l'handicap, etc., on va le voir comment elle va être appréciée. Et là-dessus, on va saisir un conseiller prud'homal qui n'y connaît rien en matière de santé, absolument pas, pour lui dire, le médecin m'a déclaré apte, voilà, alors que je ne peux plus rien porter, j'ai un handicap majeur, etc. Ou à l'inverse,
de dire, et souvent les employeurs, leur bête noire, c'est l'avis d'aptitude avec réserve. Le salarié est apte à reprendre le travail, mais il ne peut plus travailler sur un ordinateur, il ne peut plus travailler assis, il ne peut pas travailler debout, il ne peut pas travailler dans l'entreprise. Je mets tellement de réserves que je dis, mais tu te fous de moi ou quoi? Pourquoi tu ne m'as pas mis inaptitude? Et donc, j'allais saisir le juge pour contester la décision du médecin du travail. Or, comme mon juge n'est pas un homme de l'art en matière médicale et notamment en matière de conséquences d'un état de santé sur l'exercice d'une activité professionnelle, la loi a permis au juge de faire appel à un médecin inspecteur du travail, Donc, on a une génération de médecins inspecteurs au niveau régional, départemental. C'est du théorique. C'est totalement théorique parce que le peu, d'abord, il y a des départements où il n'y a personne, et le peu qui sont là, ben, ils n'ont déjà pas le temps, eux, d'assurer leurs propres fonctions et ils ne répondent jamais aux sollicitations des conseils de prud'homme pour attester. Et là, on a une décision, là aussi, du 24 mai, toute fraîche, 2024, qui vient d'ouvrir des perspectives énormes en matière de contestation d'inaptitude. Et pour nous, alors, sur notre thème handicap, elle est importante parce qu'on peut contester la nature de l'inaptitude rattachée au handicap généré, etc. C'est que le juge autorise maintenant le conseil de prud'homme à faire appel à un médecin qui n'est pas médecin du travail. Donc vous imaginez, je vais, moi, demander à un médecin généraliste, certes là dans l'affaire, il était expert auprès de la cour d'appel, mais c'est un médecin généraliste qui n'a aucune compétence en matière de médecine du travail pour lui demander si l'avis d'inaptitude ou d'aptitude du médecin du travail, délivré par le médecin du travail, est valable. Et là, vous allez avoir, ça va exploser. Le contentieux va exploser puisque les conseillers prud'hommes, d'abord les employeurs vont contester les avis d'aptitude avec réserve et les salariés vont contester les avis d'inaptitude totale qui, parfois, inaptitude totale va confiner avec un licenciement. C'est mon introduction du régime juridique aujourd'hui de l'aptitude de droit commun. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Non, non. Ah, c'est bien. J'ai au moins quelqu'un qui me répond. Alors, ce qui est important, si le salarié est déclaré inapte, l'employeur va véritablement avoir une obligation de rechercher à reclasser le salarié. Hein. Donc, il n'y a pas d'équation directe inaptitude égale licenciement. Non, la première équation, inaptitude égale recherche de reclassement du salarié. Et bien évidemment, c'est une recherche prioritairement de le reclasser à son emploi prioritairement ou à tout emploi approprié à ses capacités. L'obligation de reclassement, je ne vais pas m'attarder, on a une jurisprudence colossale, c'est maintenant calibré, etc. Et le CSE doit donner son avis, donc il doit être informé, consulté en matière de recherche de reclassement, il doit donner son avis. Ça, c'est pour le salarié inapte, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, ordinaire. Maintenant, la législation a prévu des dispositions spécifiques pour un salarié inapte reconnu handicapé. Et là, on a des obligations un peu plus solides, puisque le Code du travail oblige l'employeur à prendre des mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver leur emploi ou de se reclasser. Et on a un régime de preuve très simple. Le salarié doit présenter des éléments laissant supposer une discrimination s'il estime que l'employeur n'a rien fait, etc.
Lui, ça suffit. Il doit présenter des éléments laissant supposer une discrimination en disant, finalement, l'employeur n'a rien fait parce que je suis handicapé. Je suis inapte, mais c'est mon handicap qui a prévalu. Voilà. À la rigueur, il ne veut pas d'un handicapé, il veut se débarrasser de moi. Après quoi, l'employeur doit prouver que son refus de prendre des mesures est justifié par des raisons objectives et non discriminatoires. Donc, regardez bien, c'est super important parce que si un employeur ne respecte pas son obligation de reclassement pour un salarié inapte, et que le salarié conteste son licenciement, le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse. Il aura des indemnités, barème Macron, etc. À l'inverse, si le salarié inapte est reconnu handicapé et que l'employeur ne respecte pas ses obligations, ça va être considéré comme une discrimination en raison du handicap. Et dans ce cas-là, eh ben, nous avons une nullité du licenciement. Ce n'est pas du tout les mêmes conséquences. Indemnitaire pour le salarié, ça peut coûter très, 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 très cher pour l'entreprise. Et c'est très protecteur pour le salarié. Donc, il nous appartient, nous, maintenant, de voir comment on agence concrètement l'inaptitude d'un salarié reconnu handicapé. Parfois, il a une reconnaissance préalable à son inaptitude. Parfois, sa reconnaissance provient de l'inaptitude, qu'elle soit professionnelle ou non, d'origine professionnelle ou non professionnelle. Je suis malheureux, il n'y a même pas une bouteille d'eau, il n'y a rien. Je suis enfermé. Je vais tenir. Alors, il y a un arrêt très important, et là, on va travailler ensemble, vous allez me dire, etc., parce que j'ai perçu peut-être que ça pouvait être une mission de CCAH, par lequel la Cour de cassation a déclaré nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassation d'un salarié ayant la qualité de travailleur handicapé. Regardez les faits. On a un salarié d'une société a été victime d'un accident de travail. Et cet accident du travail lui a valu la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. 5 ans plus tard, il est déclaré inapte, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Alors, on va devant les prud'hommes, on arrive devant la cour d'appel. La cour d'appel va juger en faveur du salarié et annuler son licenciement en raison de la discrimination liée à son état de santé et son handicap. Et l'employeur, condamné à verser diverses indemnités, notamment pour un licenciement nul, vous pensez bien qu'il va faire contester la décision de la Cour d'appel et faire un pourvoi devant la Cour de cassation. Comment on se débarrasse de ça? Voilà. L'employeur va se tenir quoi? Regardez bien, c'est super important. Le juge, il va dire que le juge ne peut pas reprocher à une société de ne pas avoir recherché le reclassement du salarié sur tout le territoire national dès lors que le salarié avait clairement manifesté sa volonté d'être reclassé uniquement dans sa région. Parce que c'était un des reproches, quand vous avez à rechercher un reclassement, vous ne pouvez pas vous limiter à l'établissement au travail de salarié. Si vous faites partie d'un groupe, c'est dans l'ensemble des entités du groupe, etc. Et là, l'employeur, il dit, ouais, vous êtes bien gentil, mais le salarié m'a dit non. Moi, je veux rester sur l'île, la région lilloise, et du coup, puisqu'il m'a dit ça, je ne me suis pas acquitté de mon obligation. Et le juge va lui reprocher à l'employeur de ne pas avoir saisi le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, le SAMES. Vous connaissez? Oui, oui, oui. Alors, moi, je ne connaissais pas, bien évidemment, je découvre à la lecture. Et l'employeur dit, mais vous êtes bien gentil, mais rien,
aucun texte n'oblige un employeur qui envisage de licencier un salarié pour inaptitude d'un salarié handicapé à saisir ce service. Et du coup, il dit que à l'extrême rigueur, vous pouvez contester voilà, le non-respect de mon obligation de reclassement, mais ça donne lieu à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, je paierai dommages et intérêts, mais pas à une nullité de licenciement. Et quelle va être la réponse de la Cour de cassation? Elle va considérer que, si jamais, hop, voilà, elle va considérer que l'employeur, il n'avait pas exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement. Et ensuite, parce que c'est un salarié reconnu handicapé, l'employeur est tenu de prendre les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Et là, elle considère que l'employeur n'a absolument pas pris les mesures appropriées. Et du coup, que le refus de prendre ces mesures est constitutif d'une discrimination. Et la Chambre sociale va aller plus loin, elle va répondre à l'employeur, elle va considérer que dans la mesure où l'employeur n'avait pas consulté les SAMEN, bien qu'il ait été invité à 2 reprises, les juges de fond en ont donc déduit à juste titre que l'employeur avait refusé de prendre les mesures appropriées pour conserver le salarié dans un emploi. C'est important, hein, c'est important parce que la défense de l'employeur est balayée en disant mais il n'y a pas d'obligation. Si le juge dit si, hein, prendre des mesures appropriées, vous devez le faire. Alors, cette décision, elle est importante, mais j'en ai trouvé une autre 3 ans avant. Là, c'est un service que vous connaissez, etc. On a dans une autre affaire du 6 mars 2017, et là où le juge va donner raison à l'employeur parce que on est dans la même situation, sauf que l'employeur, dans une démarche pour voir s'il ne pouvait pas y avoir des mesures appropriées, etc., s'est fait aider par l'intermédiaire d'une association spécialisée dans la formation, le conseil et le maintien dans l'emploi des salariés, là certes précis du bâtiment, mais salariés handicapés. Et là, le fait que l'employeur ait saisi l'association pour l'accompagner, pour l'aider, pour voir est-ce qu'il y a des mesures ou pas, et in fine, on en arrive, non, on regarde la nature de son handicap, etc. Il est licencié, et la Cour de cassation, elle a dit, il a fait ce qu'il fallait, le licenciement est justifié. Je ne sais pas si le CCAH 1 un service de ce type d'accompagnement, mais si je mets les 2 décisions côte à côte, l'une qui me dit « tu n'as pas saisi le SAMER, t'es fautif et c'est la nullité du licenciement », l'autre qui me dit « tu as bien fait de saisir une association pour t'accompagner, etc., de par son conseil, et du coup, tu as bien fait ». Alors, est-ce que ça rentre dans le domaine, dans l'objet des activités des CCAH que d'accompagner les entreprises dans le cadre, bien sûr, de l'inaptitude handicap? Si je vous pose la question, parce que c'est bien ce que j'ai compris sur un des axes discuté à France Travail lors de notre réunion. Ils veulent vraiment s'approprier la question de comment on accompagne les entreprises, et d'ailleurs, ils veulent avoir des entreprises pilotes pour mettre en place un accompagnement des salariés inaptes handicapés. Juste, je vais te laisser Véronique, mais Valérie, toujours, je vais venir juste sur le SAMET. En fait, le SAMET a été intégré au Cap Emploi, donc en fait, en tant que tel, en tant que service d'appui au maintien à l'emploi, il n'existe plus. Il existe maintenant en tant que axe maintien à l'emploi ou axe maintien dans l'emploi. Comme il a intégré en 2022
il a été intégré au niveau des Cap Emploi. En fait, il est devenu l'axe employeur, l'axe maintien à l'emploi des Cap Emploi. Donc aujourd'hui, l'ancien SAMET qu'on appelle axe maintien à l'emploi en emploi MEE ou axe MDE dans l'emploi, en fait, va avoir exactement la même fonction. Sauf que comme c'est un financement AGFIP, il faut une notification MDPH pour pouvoir avoir accès à l'axe maintien en emploi. C'est-à-dire que le salarié risque une inaptitude, d'accord? Il fait un dossier à la MDPH ou alors il passe par le conseiller Cap Emploi. À ce moment-là, la MDPH dit OK, risque d'inaptitude, voit en fait ce qui a été envoyé comme éléments médicaux. Souvent, la médecine du travail nous envoie une fiche en Île-de-France. On a cette chance d'avoir une fiche qui s'appelle une fiche accélérée, où en fait, même si la personne n'est pas en situation de handicap, je peux demander la RQTH. À ce moment-là, si la personne risque d'être licenciée pour inaptitude, la MDPH va dire « Ok, j'envoie une notification qui va partir au niveau du Cap Emploi et nous avons mis une commission exprès que pour ça où on va dire « Attention, danger, la personne risque de perdre son poste de travail, allez voir ce qui se passe dans l'entreprise. » À ce moment-là, les conseillers du Cap Emploi se mettent en rapport avec la médecine du travail, avec la sécurité sociale, avec l'employeur, évidemment le salarié, et là commence tout le travail d'élaboration, d'évaluation et voire même de formation si nécessaire. Et ça existe déjà, puisque pour faire une formation, il faut savoir aussi qu'une personne qui risque le licenciement pour inaptitude ou qui est inapte a une filière de formation qui lui est réservée dans le cadre du handicap. Pourquoi? Parce que si je ne peux plus faire mon métier, puisque l'inaptitude est par rapport au poste et à la fonction qu'exerce la personne au moment où elle est déclarée inapte, pas à ses compétences d'avant. Du coup, si je ne peux plus, par exemple, être maçon, parce que le métier, je ne peux plus le faire physiquement, je suis en passe d'être déclarée inapte ou je suis inapte. À ce moment-là, je peux bénéficier d'une formation, une nouvelle formation dans n'importe quel autre domaine qui va être adaptée à mon état de santé. Le but, c'est que je sois de nouveau opérationnel sur le marché du travail. Et là, ça s'appelle, en fait, on fait ce qu'on appelle un passage en ESRP, établissement et service de réadaptation professionnelle, qui se met en place dans le cas de l'inaptitude où on passe de devenir inapte. Voilà un peu la filière que je voulais dire qui existe. Et après, je vous laisse la main sur le reste. Je crois que Valérie voulait peut-être prendre... C'était Valérie qui parlait? Oui, alors Valérie, juste une question. Tu as commencé ton propos. D'abord, merci qui est très clair. Et moi, alors là, j'apprends plein de choses. Ça nécessite quand même un adoubement de la GFIP. En fait, comme c'est un axe qui existe depuis la création le SAMET était financé à GFIP à la base. Oui. Donc, effectivement, dès qu'il y a la notification, la GFIP suit, puisqu'il y a l'évaluation. D'accord. Et Mais c'est c'est pour pas... ça qu'il faut la notification, parce qu'en fait, ça va déclencher des fonds supplémentaires. D'accord, mais c'est pas antinomique avec, parce que moi, là, c'est vraiment le juriste qui parle, hein. Moi, je vois, je suis en évaluation de risque financier pour l'employeur. Mm. Et, on voit que le fameux article 52.13.6 du Code du travail qui fait une vraie obligation à l'employeur pour les inaptes handicapés, hein. Vraiment, ils sont très draconien, et comme c'est la nullité du licenciement, il faut comprendre ce que ça veut dire, hein, parce que comme on a le délai d'un contentieux en ce moment, si tu es salarié relevant de CPH de Nanterre, entre le moment où tu saisis pour contester et le moment où tu obtiens la décision, au CPH uniquement, hein, Mm. faut 4-5 ans. Et moi, j'ai licencié le salarié. Oui. Et j'ai Oui. une unité, j'ai un minimum de 4-5 ans de salaire à verser. Donc, tu vois, ça a un coût énorme. Et c'est pour ça que quand je mettais la décision du 6 mars, que ce soit le SAMET ou là, on a vraiment une association spécialisée. Moi, j'ai pensé tout de suite au CCCH. Voilà, dommage, il n'y avait pas le nom parce qu'on ne peut plus mettre le nom dans les
truc en disant, mais est-ce que une association comme le CCCH alors je ne sais pas, mais toi, tu pourrais, Valérie, véritablement nous éclairer sur les compétences nécessaires pour accompagner une entreprise, parce que le juge, il dit, vous devez prendre des mesures appropriées. Moi, je suis employeur, je n'y connais rien. Et c'est vrai, c'est pas mon métier, je n'y connais rien, c'est pas mes compétences. Je vais me faire aider, donc il y a le SAMED d'un côté, mais euh, peut-être que je rentre pas dans les clous, peut-être qu'il n'y a pas une réponse rapide selon les régions, etc., et qu'on me fasse une offre, on va vous accompagner, etc. Parce que le juge, lui, n'est pas à regarder de qui, quoi, dès lors que tu as Oui. des femmes et des hommes de l'art, eh ben, Mm. tu as fait ton job. Bah, si je peux me permettre, je pense que ce qui importe, en fait, c'est que l'entreprise, elle doit être en mesure de démontrer qu'elle a mené des actions. Et c'est pas forcément le SAMET ou les Cap Emploi ou autre, ça peut être d'autres structures. Mais ce qui doit être primé, en fait, pour moi, hein, de ce que je comprends, c'est de démontrer qu'on a mis en place des intervenants. Alors nous, on le fait, par exemple, ça nous arrive, hein, on va accompagner des salariés. Et donc, moi, je ne suis pas une association, je suis une entreprise du secteur protégé, mais je ne suis pas une association. Et on va délivrer une prestation, par exemple, d'accompagnement du salarié sur son repositionnement professionnel. Et après, ça n'empêche pas d'aller prendre contact avec le Cap Emploi s'il y a besoin d'une notification. Je veux juste préciser que tous les salariés qui deviennent handicapés après des inaptitudes ne passent pas par des ESRP, par exemple. Il y a aussi d'autres structures qui existent parce qu'il n'y en aurait pas assez déjà des ESRP. Donc, moi, je pense que si je dois comprendre les choses aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est qu'on peut appeler et montrer qu'on a été chercher des ressources externes qui sont spécialisées. Du point de vue d'un employeur, c'est très compliqué de s'y retrouver. Bien sûr, Un bien sûr. employeur, lui, il ne sait pas s'il faut appuyer sur le bouton Cap Emploi, France Travail ou je ne sais pas quoi, il est complètement paumé. Et souvent, les employeurs, ils vont se dire, waouh, ça va nous coûter cher parce qu'il va falloir qu'on finance, par exemple, une formation, etc. Donc, ça, c'est Ouais. la réalité. Mais je pense qu'effectivement, si un employeur comme là, en fait, ils n'ont pas fait les actions. On dit bien d'ailleurs par rapport au handicap, si je reviens sur la notion, par exemple, de compensation et qu'il y a une obligation des employeurs déjà de mettre en place des actions de compensation, des aménagements, plutôt, c'est le terme, aménagements appropriés, mais pas démesuré non plus. Mais en aucun cas, il ne peut s'exonérer de ne pas faire des aménagements raisonnables. Il n'y a rien qui va venir justifier ça. Donc pour moi, si je peux démontrer en tant qu'employeur que j'ai essayé de faire des choses et que peut-être au bout du bout, il n'y a pas de possibilité, OK, on don't act, mais au moins j'ai mené des actions. Voilà. Et moi qui ai souvent accompagné des gens qui ont été licenciés pour inaptitude et qui vivent ça de façon, c'est très destructeur sur le plan psychologique. On a des gens qui ne savent plus ce qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire ils ont été niés dans tout ce qu'ils sont en fait, hein. Donc professionnellement, personnellement, etc., qui sont dans des grands espaces vides, hein. C'est vraiment un gouffre. Donc, si les employeurs, bien, OK, je vais faire un licenciement pour une aptitude, l'employeur devrait se soucier de savoir, quand on a eu quelqu'un qui a travaillé pendant 15 ans ou 20 ans, eh ben, il peut peut-être payer un accompagnement, un repositionnement professionnel, un bilan de compétences ou des choses de ce genre-là, qui vont aider la personne en question à reprendre une perspective de développement. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu longue. Non, 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 mais non, Alors, ouais, oui, juste Valérie, pour répondre en fait à ta question, et ça va dans le sens de ce que dit la collègue, il y a effectivement, heureusement, et les ESRP ne font pas toutes les formations, la priorité est donnée au droit commun. Euh, un centre de formation peut parfaitement faire des bilans. Moi, j'ai géré un centre de formation pendant 5 ans et je faisais des bilans spécialement pour les travailleurs handicapés. Parce que s'il y avait des risques d'inaptitude, des difficultés au travail, ça se mettait sur le plan de formation. Alors maintenant, on peut le faire via le CPF, hein, et du coup, ça fait faire un réel bilan. Que va faire maintenant l'axe 2? L'axe 2 va passer par la phase bilan. Et c'est là où ça peut être intéressant. Tu parlais du CCAH. C'est justement les entreprises vont être friands de faire des états des lieux. Parce que c'est à l'issue des états des lieux qu'on va pouvoir déterminer
est-ce que le reclassement à l'interne est possible? Est-ce que le reclassement en emploi est possible? Est-ce qu'on va passer par un parcours médico-social ou de soins au préalable? Est-ce qu'on va mettre en place un emploi accompagné qui est encore un autre dispositif qui est à vie professionnelle? Et quelles sont les préconisations? Et pour ça, il faut un bilan psycho, il faut un bilan professionnel, si tu veux. Et là, effectivement, le CCH a toute sa place puisque n'importe quelle association de droit et de formation qui a les compétences à l'interne peut se mobiliser sur un appel à projet ou alors faire une proposition. Donc oui, là, je te rejoins complètement là-dessus, puisque les entreprises sont très friands. Mais par contre, ça a un coût. Moi, un bilan TH, il coûtait 3 500 €. Oui, mais tu vois, par rapport au risque financier énorme, et je ne parle pas de l'entreprise citoyenne, engagement de l'entreprise qui sont sous tension de marché parce qu'on les regarde, ceux qui sont bons et mauvais, on va. Donc, on intègre ce coût-là, vraiment. Parce que plus le juge est sévère et plus on prend en considération le risque financier. Hum. Mais parce que, gardez-le à l'esprit, hein, vraiment, nous avons des délais déraisonnables en matière de contestation de décision. Parce que là, je vous ai dit 4 ans, on est en CPH. Si je rajoute la cour d'appel plus la cour de casse, ben on est à quoi? 6-7 ans. Tu imagines le coût pour une boîte? Ouais, je suis d'accord. 3500, c'est rien du tout, même. Donc, voilà, gardez à l'esprit, c'est que, juste pour vous montrer vraiment que on a quand même, mais ça, vous venez de m'enrichir énormément de par vos pratiques, etc., qu'il y a une spécificité quand même en matière d'inaptitude, et c'est en cela que France Travail est en train d'explorer. Ils ont 4 axes, mais celui-là particulièrement, avec des lignes directrices, hein, et c'est la raison qui était de retrouver avec le CCH pour travailler avec plusieurs acteurs, comment on aborde ces questions-là. Parce que à la rigueur, c'est vraiment la double peine, quoi. Hum. C'est la double peine et par la suite, vous voyez bien, c'est le devenir post-emploi, quoi. Donc, du coup, c'est aussi un coût pour la société. C'est un coût pour la société au sens avec un grand S, hein, pas pour l'entreprise. Pour l'entreprise, oui, pour la société. Juste dernier point sur cette question. Vraiment, on a un arrêt tout récent du 15 mai 2024. Hein, vous voyez que les choses bougent énormément, où la Cour de cassation va dire attention, ne mélangez pas handicap et inaptitude. Ne mélangez pas obligation de reclassement en raison de l'inaptitude du salarié. Ça, on a un régime juridique propre. Voilà. Et si jamais l'employeur ne le respecte pas, eh ben, le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse. Il y aura des indemnités, mais vous savez qu'on a le barème Macron, etc. Et les obligations de l'employeur envers un salarié inapte handicapé. Et donc, là, c'est la nullité du licenciement. Et dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 15 mai dernier, on était face à une salariée reconnue en qualité de travailleur handicapé par la commission. Le 1er avril 2010, elle a été licenciée 5 ans plus tard quasiment pour inaptitude et impossibilité de reclassement, tandis qu'elle était toujours en arrêt maladie depuis plusieurs années. Voilà. Elle attaque l'employeur pour dire qu'elle a subi une discrimination en raison du handicap. La salariée n'apporte aucune preuve de la discrimination. Elle dit simplement l'employeur aurait dû prendre en compte ma qualité de travailleur handicapé et adopter l'une des mesures prévues par le Code du travail, sans fournir aucune précision sur la mesure d'aménagement raisonnable qui aurait pu être prise par l'employeur. La Cour d'appel va suivre la salariée. Elle va annuler le licenciement en retenant que l'employeur n'avait pas pris en compte son statut de travailleur handicapé
et qu'il ne lui avait proposé aucune mesure particulière, etc. Et l'importance de cet arrêt, c'est que vraiment, alors on a des arrêts qui donnent lieu à une énorme publicité, c'est-à-dire que cet arrêt, il est à destination, bien sûr, des justiciables, mais aussi des juges, pour leur dire, attention, ne confondez pas les régimes juridiques, et donc, ils vont casser la décision de la Cour d'appel. Ils vont dire, vous avez mal jugé. En effet, pour le juge de la Cour de cassation, il convient de distinguer ce qui relève du droit de l'inaptitude et de l'obligation de sécurité. Le manquement de l'employeur dans ce cas-là à son obligation de reclassement prive seulement le licenciement de cause réelle et sérieuse. Et ce qui relève du droit de la discrimination dans la sanction et la nullité de licenciement. Donc, il dit attention lorsque vous allez juger, faites bien attention parce que dans la décision de l'employeur, vous pouvez avoir les deux. Et avoir les deux, c'est bien faire part des choses. Il est à la fois inapte et handicapé. Moi, j'ai un régime de sanctions sur le terrain de l'inaptitude de droit commun. J'ai un régime de sanctions pour l'inapte handicapé. Et la Cour de cassation poursuit si jamais le salarié décide de fonder son action sur la discrimination, c'est-à-dire sur son handicap. Elle pose la règle que le mécanisme de preuve impose dans un premier temps que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Voilà. Elle remet dans le cadre, parce qu'en matière de discrimination, il ne suffit pas de venir et de dire « je suis discriminé, l'employeur n'a pas respecté ses obligations ». Non, ce n'est pas suffisant. Le juge ne peut pas entrer dans l'examen, l'analyse de la discrimination. Il faut apporter des éléments de preuve, de dire il n'a pas fait ceci ou il a fait cela de travers, etc., parce que je suis handicapé. Et donc, je dois apporter des éléments de preuve. Et donc, moi, je me dis, mais mon Dieu, comment on voit bien un salarié inapte, handicapé, licencié, voilà. On vient de parler tout à l'heure, il y a 5 minutes, de l'aide qu'une association comme le CCH pouvait apporter à l'employeur. Je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un département véritablement que cette aide du CCH, vous voyez que j'ai des visions assez larges, puisse aussi profiter à des organisations syndicales qui, eux, sont complètement larguées, véritablement, pour dire, bah, écoutez, on peut apporter une aide pour démontrer quels auraient été les éléments qui auraient pu, faits ou non faits ou mal faits, qui auraient pu se reposer sur le handicap et donc apporter un début de preuve de discrimination. Faute de quoi, le juge ne peut pas aller sur le terrain de la discrimination. Et elle ajoute, pour bien se faire comprendre, qu'en matière de discrimination en raison du handicap, la seule qualité de travailleur handicapé ne constitue pas à elle seule un élément laissant supposer une discrimination. Ce qui a été fait, je suis handicapé, l'employeur aurait dit ça, elle a dit, niet, ça, le juge, si on te dit ça, bah, tu n'examines même pas la question de la discrimination. Ça va? Vous voyez bien l'importance des notions, la manière dont la Cour de cassation vient rappeler des règles véritablement. Et donc, elle va continuer, elle va dire le juge saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, elle donne un vademecum, hein. Gardez-le à l'esprit parce que ça, c'est des conseils qui peuvent être donnés, doit rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tel que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagement raisonnable, le cas échéant sollicité par le salarié ou préconisé par le médecin de travail ou le comité social et économique dans le cadre justement de sa consultation en matière de reclassement, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Et là, c'est très important. Ça se rattache à ce qu'on a vu il y a 5 minutes, l'examen. Voilà, le salarié a connaissance, il dit à l'employeur, vous devez saisir, etc. Le refus de l'employeur, c'est déjà une quasi-preuve de discrimination.
Est-ce que vous voyez vraiment la démarche? Ça, c'est vraiment la première étape que doit faire le juge. La deuxième étape, il appartiendra au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées, ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en œuvre. Et là, c'est important, on fait une distinction quand même entre les PME pour lesquelles, bien sûr, il peut y avoir des mesures, mais elles sont tellement coûteuses qu'elles me mettraient à genoux. Et donc, on va regarder la proportionnalité des moyens dont dépose l'entreprise par rapport au coût évalué de ces mesures. À l'inverse, lorsque j'ai Total en face de moi, je ne me pose même pas la question de la proportionnalité. Vous voyez bien. Et donc, le débat judiciaire, vraiment, lui, a lieu sur l'existence de mesures concrètes et appropriées des aménagements, de façon à ce que le litige sur l'existence d'une possible discrimination en raison d'un handicap puisse se nouer. Donc, il y a de nouvelles matières, de nouvelles pistes de réflexion, d'abord dans vos formations, véritablement, dans l'importance de ces organismes extérieurs d'accompagnement, d'accompagnement soit à la demande de l'employeur pour l'aider à prendre des mesures, soit à la demande du salarié pour obliger l'employeur à vous saisir, et que le refus de l'employeur peut être générateur de discrimination et du coup de sanctions sévères. Donc, il y a vraiment matière à aller sur ce terrain-là de manière plus globale, voilà, concernant l'inaptitude et le handicap. Des remarques, des questions, j'ai plus de voix, j'ai soif. Merci Rida, en tout cas, pour toutes ces informations et ces idées de pistes, effectivement, pour nous, de déploiement. Merci, c'est très clair. Oui. La précision, hein, je me permets d'intervenir. Ida, tu faisais référence à l'association qui était intervenue pour le cas du BTP, c'est l'APAS BTP, qui a une vraie cellule du coup reclassement et qui du coup voilà, déploie avec plusieurs types d'experts, dont des psychologues, peut déployer plusieurs types de solutions Oui, parce pour que de la moi, recherche de bien reclassement. évidemment, d'abord, c'est intéressant de s'approprier un champ d'activité professionnelle comme ça. On a une connaissance pointue des métiers, des possibilités de reclassement, etc. Mais j'imagine bien qu'en termes d'expertise, bien évidemment, les psychologues, ça va de soi, mais des ergonomes pour l'identification des postes de travail concrètement, etc. Mais on le voit bien à travers le droit n'est que la traduction de ce qui doit être fait concrètement. Et donc, on sanctionne euh, l'employeur de ne pas faire ce qu'il doit faire et on lui dit, vous auriez dû faire ceci, cela, cela. Et on donne des droits aux salariés en disant, voilà, en clair, dans la dernière affaire, on reproche à la salariée de ne pas s'être bougé les fesses, quoi. Alors, il a dû lui dire, mais vous devriez saisir, nanana, et voilà. Mais vous voyez bien que c'est extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle, et c'est très important, hein, elle met dans la boucle la représentation du personnel. C'est-à-dire que nous avons dans notre droit un droit d'alerte, mais vraiment tout salarié a un droit d'alerte en raison d'une atteinte à son état de santé, au sens large du terme. Et donc, moi, je n'ai pas les capacités, je peux passer par ma représentation du personnel qui, elle, va saisir l'employeur, et alors là, qui va, elle, préconiser des choses. Et si l'employeur refuse sans aucune motivation, fait la sourde oreille, c'est une preuve de discrimination. Que le fin mot de l'histoire, c'est l'handicap qui est à l'origine de la rupture du contrat et pas l'impossibilité de reclassement du fait de l'inaptitude. Donc, ça ouvre des perspectives, hein. C'est pas binaire, ça ouvre des perspectives pour l'un et pour l'autre. Voilà. C'était la première. Donc, je vous mettrai à disposition ces éléments-là. On verra avec Véronique un deuxième round. On a dit une fois tous les 6 mois, Véro, c'est ça?
Oui, effectivement, on verra en fonction de l'actualité. Bien sûr, bien Mais oui, oui, ça me semble un bon rythme. Ça permet d'abord qu'il y ait de l'actualité, évidemment, et puis à chacun de mûrir aussi tout ça et d'apporter sa pierre à l'édifice, enfin aux échanges en tout cas. Oui, Oui, avec c'est très plaisir. intéressant. Merci beaucoup, Rida. Encore absolument navrée de notre Non, 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 c'est pas. tacite incompréhension les uns les autres sur les lieux Je, je de vais être, déroulement. je vais être très franc avec vous. Moi, j'ai été traumatisé Ah, par la Covid et faire ah, cours tout seul parce que j'étais obligé d'aller à l'université tout seul dans un amphi de 500 personnes et parler dans le vide pendant 3 heures. hmm. Parce que c'était un enregistrement, c'est pas un Zoom, c'était un enregistrement. Donc, première séance a été dramatique. Deuxième séance, je suis venu avec un gros nounours. Donc, je lui parlais, je lui posais des questions. Voilà. Et dernière séance où j'ai tout donné, je suis sorti au bout de 3 heures et demie. Je rencontre un collègue, il me dit: qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit: ma dernière séance, plus jamais ça. Et là, il m'a dit: mais on t'a pas dit que ça fonctionnait pas. Et là, là, j'ai craqué en larmes, etc. J'ai filé le lendemain en Guadeloupe parce que j'avais une possibilité de quitter. Et je suis arrivé en Guadeloupe en disant: merde, j'ai oublié le décalage horaire. Et du coup, je faisais les cours à 4 heures du matin. Mais je suis resté à Marie-Galante un mois entier. Et depuis, je me suis dit: plus jamais, voilà, faire du distanciel tout seul dans une salle, comme ici à Philidor. Alors que j'aurais peut-être dans mon bureau avec mon énorme écran, café, eau. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, et du coup, depuis, je ne fais plus du tout, du tout, du tout de distanciel à 100% tout seul. Ouais. D'accord. Ok. C'est un métier, hein. C'est un métier de, de- Oui, mais c'est pas très agréable non plus, hein. donc, bah, je vous remercie. Merci Merci beaucoup. beaucoup en tout cas, oui. Merci Merci. beaucoup. Voilà. Merci. Et Véro, je t'envoie Merci bientôt. Rida. Je t'envoie ça, Merci. je t'envoie les autres documents promis. Oui, et on vous envoie tout ça, on vous envoie le replay. Voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions hein, après coup ou de l'enrichissement de ces échanges, bah, écoutez, vous connaissez nos mails, que ce soit Dilia, Cynthia, moi-même, Lindsay, vous n'hésitez pas à faire remonter tout ce que vous souhaiteriez. Avec grand plaisir, en tout cas, si cela a été instructif et enrichissant. Et à très bientôt, bien évidemment. Merci à vous. Merci. Très bonne journée. Merci, Merci à Merci à beaucoup. bientôt. vous. Au revoir. Merci Merci, beaucoup. à Au bientôt. revoir. Bonne fin Merci de à vous. journée. Merci à vous tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.